Le contrôle russe a été établi sur la ville de Konstantinovka. La déclaration du dictateur russe sur l'inadmissible à Konstantinovka s'accompagne d'un avertissement sur la dictature. Je répète, cela joue en notre faveur. Comme on pouvait s'y attendre, Vladimir Poutine a eu peur d'aller à Konstantinovka, dans la région de Donetsk, que les Russes auraient soi-disant déjà prise hier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé aujourd'hui au dictateur russe Vladimir Poutine de tenir une rencontre bilatérale précisément à Konstantinovka, après sa déclaration sur la prise de cette ville par les Russes. Si les Russes ont vraiment pris la ville, Vladimir Poutine ne devrait donc avoir aucun mal à y apparaître. Mais au lieu de montrer son courage, Vladimir Poutine s'est enfui et n'a fait que donner de loin l'ordre de poursuivre les frappes de missiles contre les villes paisibles d'Ukraine. Mais il a ordonné en urgence de déplacer son yacht personnel loin dans l'Arctique, pour que les drones ukrainiens ne puissent pas l'atteindre. Mais cette nuit, les drones ukrainiens ont rendu visite à la terre natale de Vladimir Poutine. Les forces de défense de l'Ukraine ont attaqué dans la nuit du 3 au 4 juillet un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg. Un incendie de grande ampleur fait actuellement rage sur le site. Pendant ce temps, au Kremlin, on prépare les Russes à une véritable grande guerre. Sur fond de rumeurs concernant la préparation par le Kremlin d'une nouvelle vague de mobilisation juste après les élections à l'automne, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a proposé d'annuler l'examen médical obligatoire pour les militaires sous contrat et les mobilisés, qui justement déterminent leur aptitude au service militaire. Au ministère de la Défense de la Fédération de Russie, on a déclaré que la commission médicale militaire ne devrait être effectuée que si des blessures visibles ou des maladies évidentes sont constatées. Pour les autres, il est proposé de leur apposer d'office le tampon apte au service militaire. Cette proposition du ministère de la Défense de la Fédération de Russie intervient sur fond d'autres actualités. Vladimir Poutine a seulement hier chargé d'analyser l'implication dans la guerre des alliés de l'Ukraine, qu'il a qualifié d'instigateur de la poursuite des hostilités prolongées. Et ce matin, le ministère russe des Affaires étrangères a déjà publié une liste de pays européens qui seraient mais soi-disant directement impliqués dans la guerre, et c'est pourquoi le Kremlin menace désormais de frappes sur leur territoire. Je suis Alexei Peschi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Alors, je vais commencer cet épisode par la nouvelle la plus brûlante de ce soir. La victoire de Vladimir Poutine à Konstantinovka, dans la région de Donetsk, s'est très vite transformée en défaite et même en une fuite honteuse. La veille, Vladimir Poutine a solennellement enfilé un uniforme militaire pour annoncer que les troupes russes auraient soi-disant entièrement pris la ville de Konstantinovka, dans la région de Donetsk. Lors d'une réunion avec les militaires, le dictateur russe a parlé des soi-disant succès de l'armée russe sur le front et, selon lui, en plus de Konstantinovka, Kramatorsk serait également sous contrôle russe. Voici une citation de Vladimir Poutine. Le contrôle russe a été établi sur la ville de Konstantinovka. Je tiens à souligner que la prise de Konstantinovka n'est que la première étape, mais c'est une étape très importante. Oui. La destruction des formations des forces armées ukrainiennes, qui tiennent encore, le secteur fortifié de Slaviansk, Kramatorsk, Konstantinovka, comme vous l'avez dit, où l'ennemi a construit un système profondément échelonné de fortifications, transformant les villes de Slaviansk, Kramatorsk, Drouchkovka et Konstantinovka en un seul nœud de défense. Mais avec la prise de Konstantinovka, si je comprends bien, nous devons désormais parler non plus de la ligne de Slaviansk-Kramatorsk-Konstantinovka, mais simplement de la ligne de Slaviansk-Kramatorsk. Eh bien, sans oublier une autre petite localité, elle aussi fortifiée, Drouchkovka. Mais ici, bien sûr, il y a une incohérence. Si l'on regarde la carte de Deep State, il n'est absolument pas question de la prise de Konstantinovka. Les troupes russes, d'après la carte, se trouvent près de la localité, mais ne l'ont pas prise. Cependant, le Kremlin a l'habitude de faire de telles déclarations. Je rappelle qu'ils ont déjà pris Kupiansk dans la région de Kharkiv à 2 reprises. Poutine s'est couvert de honte à 2 reprises en déclarant qu'il avait pris la ville. Et vous vous souvenez, il avait même invité un journaliste à Kupiansk en disant « Voilà, nous avons déjà pris la ville ». En réalité, cette ville reste sous contrôle des forces ukrainiennes. Les Russes ont oublié comment Poutine les a dupés en affirmant qu'il avait appris Kupiansk. Et maintenant, voici une nouvelle victoire, Konstantinovka.
Je note également que le chef de l'état-major général de la Fédération de Russie, Valerka Gerasimov, a rapporté à Vladimir Poutine que les troupes russes auraient soi-disant établi un contrôle total sur toute la région de Louhansk. Mais selon la carte de Deep State, cela non plus n'est pas vrai. En outre, Vladimir Poutine lui-même a déclaré qu'il fallait continuer les frappes massives contre l'Ukraine. Il affirme qu'il s'agit d'entreprises du complexe militaro-industriel, mais en réalité, après chaque attaque, ce sont des immeubles d'habitation qui sont détruits. C'était clairement visible la nuit du 2 juillet à Kiev. Mais revenons à Konstantinovka. Le major Andriy Kovalev, porte-parole de l'état-major des forces armées ukrainiennes, a affirmé que les propos de Vladimir Poutine étaient un mensonger. Les unités et sous-unités du groupement Est des forces armées ukrainiennes poursuivent l'opération de défense sur certaines positions à l'intérieur de la localité et à ses abords. Il y a des cas d'infiltration de petits groupes d'infanterie ennemis en profondeur dans les dispositifs de combat de nos troupes. Des opérations de contre-sabotage des forces de défense ukrainiennes se poursuivent dans la ville. Au cours des 4 premiers jours de juillet, les Russes ont déjà tenté de donner l'assaut à cette ville. À 11 reprises, ça. Nous sommes soldats du régiment Louhansk, brigade Lyud. Actuellement, nous défendons Konstantinovka et combattons directement dans la ville. Les soldats du régiment Safari, brigade Lyud, continuent aujourd'hui d'accomplir des missions de combat sur l'axe de Konstantinivka. Et avec nos frères d'armes des forces de défense de l'Ukraine, nous contenons l'ennemi. Ces déclarations de la direction russe sur la prétendue prise de Konstantinivka ne sont rien de plus qu'une nouvelle propagande qui n'a rien à voir avec la réalité. Nous pouvons donc affirmer avec certitude que la déclaration du dictateur russe sur la prise de Konstantinivka est fausse. La ville tient bon. Les défenseurs ukrainiens continuent de détruire les occupants et ne permettent pas à l'ennemi de réaliser ses plans. Pour que les nouveaux fantasmes humides de Poutine restent justement des fantasmes. Alors que les autorités russes décernent encore des médailles à leurs généraux pour la prise de la ville, nous détruisons leur infanterie en masse. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros! Mais imaginons ici, purement hypothétiquement, une seconde, que les Russes, Dieu nous en préserve, aient vraiment complètement pris la ville de Konstantinovka et que Vladimir Poutine ne nous mente pas. Eh bien, dans ce cas, cela signifie que la ville est entièrement sous le contrôle des Russes et qu'ils en assurent toujours la sécurité, n'est-ce pas? C'est exact. Mais comme il s'est avéré, il a été très facile de prouver que Poutine mentait. Très facile, même sans les cartes de Deep State. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a publiquement proposé au dictateur russe Vladimir Poutine de tenir une rencontre bilatérale dans cette même Konstantinivka après ses déclarations sur la prise de cette ville par les Russes. Zelensky a souligné qu'à la veille de la fête de l'indépendance des États-Unis, Poutine a décidé de mentir au monde entier et au président américain Donald Trump sur la situation au front, mais lui-même comprend réellement ce qui se passe. C'est pourquoi même la réunion avec les généraux qu'il a tenue hier ne s'est pas déroulée sur le terrain, mais dans une sorte de bunker ou dans un studio de télévision. Je ne sais pas, mais c'était certainement à l'intérieur. Alors faisons comme ça, écoutez simplement l'écho que l'on entend dans cette vidéo où Poutine rencontre Gerasimov. Soi-disant sur fond de filet de camouflage, soi-disant quelque part dans les champs, ou une sorte de quartier général militaire. L'écho qu'on entend est le même que j'ai toujours perçu dans les studios de télévision lorsque j'y travaillais. Ce type d'écho se produit dans un grand espace. Donc la question est, pourquoi ces filets de camouflage dans une pièce complètement fermée? Mikhail Vladimirovitch, le groupe des directeurs de Kuboïsk mène des opérations conformément au plan de l'opération militaire spéciale sous la direction de l'état-major général Gerasimov. Revenons à Zelensky. Zelensky a directement appelé Vladimir Poutine à le rencontrer précisément à Konstantinovka, si bien sûr ce n'est pas un lâche. Voici la citation de Zelensky. Si Konstantinovka est actuellement sous le contrôle de la Russie, alors sans doute que Poutine n'aura aucun problème à m'y rencontrer et à trouver des solutions diplomatiques pour enfin mettre fin à la guerre. Mais tout de même, il ne franchira pas la ligne de front. La réalité est très différente de ce que dit Poutine. Et à votre avis, que s'est-il passé littéralement une demi-heure après cette déclaration de Zelensky? Vladimir Poutine s'est encore ridiculisé. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a publiquement reconnu que son président est un lâche. Voici la citation de Peskov. « Si M. Zelensky est prêt à venir en Russie, nous l'accueillerons volontiers. Poutine est prêt à le recevoir à Moscou, puisque la capitale de la Russie est Moscou, et non Konstantinovka. Eh bien, vous savez, je n'ai jamais entendu de pires excuses.
Il s'avère qu'ils ne se rencontrent que dans les capitales. Donc c'est ça la logique. Maintenant, une question. Donc si Konstantinovka est déjà sous le contrôle total des forces armées de la Fédération de Russie, pourquoi Poutine a-t-il eu si peur? Mais ce n'est pas tout. Vladimir Poutine continue de cacher ses yachts. Cette fois, le super yacht Graceful longe la côte norvégienne en direction de Mourmansk, escorté par 2 navires de guerre russes. Selon les informations, l'OTAN surveille ce déplacement et lors de la traversée de la mer Baltique, les navires étaient escortés par des patrouilleurs allemands et danois. De plus, sur les photos publiées par The Telegraph, le yacht navigue à côté des navires militaires russes et des filets anti-drones sont visibles sur son pont. Autrement dit, Poutine est tellement effrayé maintenant qu'il installe des filets anti-drones partout. Et voilà qu'ils sont même apparus sur le yacht. Mais le summum de cette histoire, c'est qu'on a appris que Vladimir Poutine essaie maintenant de cacher ce yacht le plus loin possible des drones ukrainiens. Et maintenant, le yacht Graceful est envoyé vers l'Arctique. Et après avoir caché ses yachts et s'être lui-même réfugié dans un bunker, Vladimir Poutine a de nouveau déclaré qu'il était nécessaire de continuer à lancer des frappes massives contre les villes civiles ukrainiennes. Selon lui, les frappes visent des immeubles résidentiels, des hôpitaux, des élevages de volailles, des abattoirs et des entrepôts. Sur l'électroménager, sur les terminaux de Nova Pochta, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont tous des frappes contre des installations du complexe militaro-industriel de l'Ukraine. Pendant ce temps, dans la nuit du 4 juillet, les forces de défense ukrainiennes ont attaqué un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg. C'est la ville natale du dictateur chauve Vladimir Poutine. Un incendie de grande ampleur fait rage sur le site. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, « Cette nuit, nos sanctions ukrainiennes à longue portée contre la Russie pour cette guerre ont fonctionné près de Saint-Pétersbourg. Les forces de défense ukrainiennes ont frappé l'infrastructure pétrolière portuaire qui rapporte de l'argent pour la guerre russe. » Il y a également eu une frappe sur la base de Kronstadt, dans la région de Leningrad de la Fédération de Russie, qui constitue un objectif militaire important. La distance depuis la frontière d'État de l'Ukraine est de plus de 850 km. Alors comment? Eh bien, est-ce qu'ils valent la peine d'être atteints? Rédacteur des sous-titres, papa. Je précise que le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg est l'un des principaux nœuds baltes pour l'exportation des produits des pétroliers russes. Il assure l'envoi de pétroliers vers l'Afrique, le Moyen-Orient et d'autres régions. Ce commerce constitue une source importante de financement du budget militaire de l'adversaire. Je noterai également que les prétendus débris de drones sont tombés dans la région du port de Vysotsk, l'un des ports clés de la Fédération de Russie, dans la partie orientale de la mer Baltique. Le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, qui est classé comme site stratégique, a été attaqué pour la dernière fois dans la nuit du 3 juin, et à la suite de ce raid, qui a eu lieu le jour de l'ouverture du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, un important incendie s'est déclaré sur le territoire du terminal. Et une autre frappe sur le terminal a eu lieu le 6 juin. Au total, dans la nuit de vendredi à samedi, selon le rapport du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, 389 drones ukrainiens de type aéronef ont été interceptés dans 19 régions ainsi que dans les eaux de la mer d'Azov et de la mer Noire. La Russie se prépare à une nouvelle phase de la guerre et, pour cela, elle met en place toutes les conditions nécessaires à une mobilisation massive. Vladimir Poutine a chargé hier, lors d'une réunion avec les militaires, d'analyser l'implication des alliés de l'Ukraine dans la guerre, qu'il a qualifiée d'instigateur de la poursuite des hostilités, afin de prendre ultérieurement des décisions responsables à leur égard. C'est clairement une tentative d'intimidation comme pour dire « vous allez identifier qui aide l'Ukraine et plus tard, nous déciderons de les attaquer ».
Et c'est amusant que Poutine dise que, apparemment, ce sont les pays occidentaux qui incitent à la poursuite des hostilités. La solution est très simple. La guerre peut se terminer en 1 seconde. Là, je ne m'adresse pas aux Russes crasseux. En 1 seconde, simplement. Tous les Russes rassemblent leurs affaires, se tournent vers Moscou et quittent le territoire de l'Ukraine. Quand le dernier Russe franchit la frontière entre l'Ukraine et la Russie, la guerre se termine. Et il n'y a pas besoin d'instigateur ici. Personne, absolument personne n'est nécessaire. Il suffit que chaque Russe prenne ses affaires et retourne en Russie. Croyez-moi, personne ne vous poursuivra ni n'attaquera la Russie. Dès que le dernier Russe franchit la frontière et s'en va, la guerre s'arrête. Je vous le garantis, c'est exactement ce qui va se passer. La guerre prendra fin, l'Ukraine n'a pas besoin des territoires russes. Cette tribu sauvage, les Ukrainiens n'en veulent pas, l'Occident n'en veut pas, personne n'en veut. Vivez-y tranquillement. Tranquillement et c'est tout, la guerre prendra fin. Mais bon, c'est encore une digression lyrique. Alors, Vladimir Poutine a déclaré « De plus, il devrait y avoir une analyse continue de l'implication de chaque instigateur dans la poursuite de la guerre en Ukraine. Une analyse de l'implication de chacun d'entre eux dans les véritables actions de combat doit être menée. Cette analyse nous est nécessaire pour la prise de décision responsable à l'avenir. Cela pourrait nous être utile. » En expliquant sa position, Vladimir Poutine a fait référence à une déclaration conjointe de plusieurs dirigeants de pays de l'Union européenne datant du 7 juin, dans laquelle, selon lui, l'utilisation novatrice par l'Ukraine de technologies de drones était saluée. Ensuite, Poutine a lancé ce discours de propagande selon lequel l'Europe soutient ces frappes inventées par Poutine et attribuées aux forces armées ukrainiennes. Sur les enfants dans les dortoirs, dans les bus avec des Biélorusses, sur les objets et l'infrastructure civile en Russie, etc. Bien sûr, Poutine oublie de préciser qu'il frappe des usines militaires, des raffineries de pétrole, le secteur énergétique, la logistique, et ainsi de suite. Évidemment, on comprend pourquoi il fait cela. Mais le fond de cette déclaration était ailleurs. Vladimir Poutine essayait d'intimider les alliés européens. En fait, déjà ce matin, littéralement hier soir, Poutine disait d'évaluer son implication. Et déjà ce matin. Le ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a déclaré que des États baltes participaient aux frappes menées par l'Ukraine contre l'infrastructure russe, dans le contexte des attaques ukrainiennes contre les ports de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad. Puis ils citeront le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Galouzin. Nous disposons de données vérifiées selon lesquelles la Lettonie et d'autres républiques baltes ont déjà fourni leur couloir aérien pour les drones ukrainiens qui ont attaqué l'infrastructure civile de notre pays. Donc au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, ils ont réussi en une nuit à préparer pour Poutine un rapport sur l'implication des pays baltes dans la guerre en Ukraine. La dernière fois, le ministère russe de la Défense avait fait une déclaration similaire. En mai, ce ministère affirmait que des drones ukrainiens avaient, selon eux, tenté d'attaquer Saint-Pétersbourg en passant par le territoire de la Lettonie. Auparavant, la représentante du ministère des Affaires étrangères avait déjà accusé les pays baltes et la Finlande de faits similaires. Le ministère russe des Affaires étrangères, avec la porte-parole Machka Zakharova et l'assistant présidentiel Patrushev. En avril, ils déclaraient que ces États mettèrent leur espace aérien à disposition des drones ukrainiens pour mener des attaques contre le territoire russe. Et donc, sur fond de ces menaces de Vladimir Poutine envers les pays baltes, le ministère de la Défense russe a proposé de supprimer complètement l'examen médical obligatoire pour les contractuels et les mobilisés détermine justement leur aptitude au service militaire. Le projet d'amendement à la loi a été publié sur le portail des projets d'actes juridiques. Les modifications seront en vigueur pendant la période de mobilisation, la loi martiale ou en temps de guerre. Autrement dit, lorsque Vladimir Poutine aura besoin de plus de chair à canon. Le projet d'amendement introduit dans l'article 5.1 de la loi fédérale sur le service militaire une nouvelle disposition, selon laquelle l'examen médical ne devient obligatoire que dans des cas particuliers, en cas de blessure, de plaie, de traumatisme ou de commotion chez le candidat, en cas de maladie pour lesquelles il doit être reconnu apte avec restriction, ou en cas de maladies pour lesquelles il est reconnu inapte au service. De plus, il est précisé que cela doit être visible à l'œil nu. Si la maladie ou la blessure n'est pas visible, il est automatiquement jugé apte.
Et si un homme n'a pas de blessure ou de maladie évidente, alors selon ces amendements à la loi, le ministère de la Défense envoie immédiatement cet homme au combat. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de cette commission médico-militaire. Et vous savez, cela paraît même logique. La veille, des experts du New York Times ont écrit qu'après être arrivé sur les positions de combat, une nouvelle recrue de l'armée russe peut survivre entre 20 et 35 minutes. La principale raison de la mort rapide des soldats russes est l'utilisation massive et efficace des drones ukrainiens. Et voici une histoire. L'historien Peter Frankopan, en se référant à des blogueurs militaires russes, je souligne, russe, écrit qu'après avoir été envoyé au combat, un soldat de l'armée de la Fédération de Russie peut espérer survivre de 10 jours à 3 semaines, c'est-à-dire du moment de l'arrivée sur le terrain d'entraînement jusqu'à la mort au combat. La majorité des nouvelles recrues russes reçoivent seulement quelques jours d'entraînement avant d'être envoyés au front. Dès qu'ils prennent position au combat, 20 à 35 minutes plus tard, c'est fini, le russe n'est plus là. Donc, à quoi bon organiser une commission médicale très compliquée ? Dans le même temps, le recrutement de nouveaux militaires sous contrat en Russie a chuté de 30% cette année. Ainsi, le ministère russe de la Défense suggère que la commission médicale pour les personnes soumises au service militaire ne soit effectuée que dans des cas particuliers, comme en cas de blessure ou de maladie grave. Bien entendu, personne ne cherchera à détecter de graves maladies quand Vladimir Poutine aura besoin de plus de chair à canon pour le front. Et ici, on a vraiment envie de dire, de quelles autres preuves avez-vous besoin pour comprendre que le Kremlin prépare réellement une nouvelle vague de mobilisation juste après les élections de septembre ? Je vais m'arrêter là, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. À bientôt à tous.